Salut et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage sur les remakes live-action Disney. Pensez donc si je suis excité. Mais avant de commencer, je tiens à saluer un intervenant régulier de ce show. Bonjour tout le monde, bonjour Mario, et j'ai hâte de parler des remakes Disney. Parce que les remakes Disney ont quelque chose de très intéressant, c'est que je les ai tous vus, tous ceux de la liste. Salut Karel, je te cache pas que je risque de me reposer un petit peu sur certaines notes critiques pour faire moins de boulot parce que je vais pousser une petite gueulante là-dessus, je vous dis tout de suite, mais avant de commencer, voilà, si vous voulez un avis plus détaillé de la part de Karel là-dessus, je vous invite à voir sa chaîne, il a fait pas mal de Disneylogie sur une bonne partie de ses films. Et donc avant de me lancer dans cette liste et voir un petit peu en détail comment vous avez noté ces 22 films, avec 286 votes, vous étiez plutôt nombreux, c'était plaisir ça. J'ai une petite gueulante à pousser. Et je vous cache pas que je suis content d'avoir reçu ces résultats hier soir, au moment où j'enregistre, parce que je pense que si j'avais fait ça direct après, j'aurais peut-être été encore plus que ça. Là, je prends un tout petit peu de recul, mais voilà, je tiens à ce que ce soit clair et bien carré entre nous. J'emmerde les remakes live-action Disney. Même ceux qui partent sur des idées pas inintéressantes ou qui sont plus valables que d'autres, hein, parce que voilà, tout n'est pas totalement acheté, mais j'emmerde ce principe même de rebooter automatiquement tout ce qui a du succès, tout ce qui parlera aux gens pour tabler sur quelque chose qui est familier afin de se faire plus de fric facilement. J'emmerde ça. Je dis pas que de temps en temps ça peut rien donner de bien, mais la plupart du temps, une bonne partie des reboots qui valent le coup sont en fait des films qui auraient très bien pu se faire sans tabler sur ce nom-là, en fait. Et de fait, pour moi, c'est une insulte à l'intelligence, à l'esprit créatif de faire ce genre d'approche. Et ça me gave particulièrement que régulièrement, à chaque fois que je fais un live, à chaque fois qu'on veut me poser des questions, une des premières choses qu'on met sur le tapis, c'est hey, tu penses quoi du nouveau live action qui va sortir? Ce live action là, qu'est-ce que tu penses de ci, ça? J'en ai ras le putain de cul qu'on me pose des questions sans arrêt sur cette merde que je ne respecte pas, dont j'en ai rien à battre et qui devrait finir aux abîmes de l'oubli tellement ça n'a aucun putain de mérite cette approche de merde. Et pourtant, tout le monde arrête pas d'en parler, tout le monde arrête pas de faire des putains de polémiques. Oh là là, la future Harry, elle est noire, c'est trop woke, ça va pas avec le thème original, gna. C'est pas le problème c'est qu'on repompe une licence qui a bien marché chez Disney pour se faire du fric. Et en jouant avec ça, en faisant cette polémique de merde, tout ce que vous faites, c'est les aider à avoir cette espèce de buzz, même s'il est bad, pour avoir plus d'attention et donc avoir plus de fric et légitimer encore plus qu'on fasse ces remakes de merde. J'en ai marre qu'on mette sans arrêt cette merde sur le tapis, et j'en ai ras le putain de cul, qu'on me sollicite à chaque fois pour avoir mon avis sur ça. Alors, que ce soit bien clair, ce sondage c'est vraiment pour mettre les choses au point. Je parle des remakes live action là, parce que là il y a une liste de films à parler, et après, nada, ras le cul, je ne veux plus en parler. Même en live, en toute sincérité, je pense que je vais arrêter de parler de ça. Tellement ça me saoule. Voilà. Donc, le coup de gueule, il est clair, hein, vous voyez ce que j'en pense de cette merde qui ne devrait même pas exister, dont on ne devrait même pas parler, ça devrait finir dans l'oubli, cette connerie, tellement ça n'a aucun mérite. Je vais passer du temps là-dessus parce qu'il y a tellement de gens qui tiennent absolument à avoir mon avis là-dessus, mais qui gardez bien en tête que j'emmerde cette approche, j'emmerde tous ces films, n'importe lesquels, tous ces films, même ceux que je vais défendre de base, je les emmerde dans l'approche. Et je dis clairement, dernière fois. Néanmoins, avant de commencer un tout petit peu ça, j'aimerais quand même décomposer ces remakes en trois types. Trois types de films live action remake qui ont été faits. Alors le premier c'est celui qui a
le plus de mérite en soi. C'est le type, on raconte quelque chose de vraiment très sensiblement différent dans l'approche, dans la mise en scène, la mise en place, dans les thématiques, et on part juste de la même base, du même matériau de base. Et en soi, c'est ceux qui méritent un tout petit peu de respect, parce que là, ça essaye de se sortir totalement de ce qu'était la version Disney au départ. De fait, ouais, je peux un peu les respecter, ceux-là. Ça changera rien, d'une part, aux défauts intrinsèques que le film peut avoir, et au fait que c'est tout de même Disney qui essaye de tabler sur une propriété bien connue avec laquelle ils ont eu du succès avant. Donc l'approche commerciale reste présente. Et ça, je crache toujours là-dessus. Il y a ce que j'appelle l'entre-deux. Ces films qui essayent de faire du différent, de sortir un petit peu de l'œuvre de base, mais qui ne peuvent pas s'empêcher beaucoup trop régulièrement de faire du rappel. Ce besoin de dire, ah, vous vous souvenez, on vous fait le même truc que ci, que ça. Alors que de base, une bonne partie de ces éléments qu'on reprend ne sont même pas dans le matériau original. C'est-à-dire le conte, la mythologie ou je sais pas trop quoi, c'était pas dedans. Mais c'était dans le film Disney animé de base ou dans la série animée Disney de base, parce qu'il y a un tout petit peu ça. Donc ouais, on le met un tout petit peu. Il y a ça qui se fait. Et donc ouais, c'est ce truc à le cul entre deux chaises. En toute sincérité, c'est peut-être les films les plus frustrants à regarder, parce que au moins ceux qui font de la copie directe ne promettent rien, donc tu t'attends à rien de précis. Là, c'est frustrant de voir que ça n'a pas à fond de l'idée. Et ouais, une bonne partie de ces films aura gagné à vraiment se détacher totalement de l'œuvre originale. J'en parlerai un tout petit peu. Enfin, de l'œuvre originale, quand je dis l'œuvre originale, c'est le film animé de base. Il y a ça. Ces films-là, ouais, j'ai du mal à les respecter particulièrement. Il y a une moitié qui peut être un tout petit peu respectée, mais l'autre non. Et enfin, il y a les grosses merdes, qui sont les copies conformes, où on fait juste quelques petites remises à jour de temps en temps, ci et là. Dire, ah tiens, c'est le même déroulé, exactement le même déroulé, les mêmes idées, plus ou moins les mêmes thèmes. Seulement, on va changer quelques petits trucs, on va rajouter une petite couche par-dessus ci, on va rallonger ça, on va raccourcir ci, et non. Non, ça donne vraiment cette impression de vouloir corriger un truc qui n'avait pas à ce point besoin d'être corrigé, et c'est une insulte directe. Et en toute sincérité, si je devais faire une critique de base, le Nostalgia Critique l'a parfaitement résumé lorsqu'il a fait la critique lui-même de Aladdin le remake. Il a eu tout un laïus sur ce qui faisait que ces remakes live action étaient une insulte à ce qu'était le film à la base. C'est un assez long extrait d'une critique que j'avais sous-titrée il y a pas mal de temps, que je vous fais partager entièrement, même si ça va être un petit peu long pour vous, mais de toute façon, vous pourrez sauter dans la vidéo. Mais je tiens à l'appuyer parce que j'ai pas envie de m'apesantir des heures sur les problèmes globaux de ces films de merde. Donc je trouve qu'il le résume très bien avec cette partie-là. The film has the disadvantage of not being animated. Yes, I said disadvantage. Both live action and animation have their pros and cons, and you can definitely see the pros of animation and the cons of live action here. In the original, there's constant movement, constant momentum, and even constant character. Not only can you fit in a lot more funny moments because you have more control, but you get across Aladdin's persona much more because he can have the perfect expression for literally every frame. Look at him. He's bursting with personality and energy in every moment. And on top of that, it's timed perfectly to the music. So much likability is gotten across here that we're taking for granted. Now look here, sometimes there's a cool stunt, but the rest of the time it's just kind of meandering. They'll awkwardly move with slowed down and sped up footage, I guess, to simulate energy. Similar to a Bollywood movie, but we'll get to that in a bit. Regardless, it always feels unnatural and off. It doesn't even focus on the right things. Remember this crazy lady? Of course you do. She's terrifying. You can't forget her. In this one, she's not even in half the frame. Imagine if the other one just trailed off during her line. It wouldn't make any sense. But that's the thing. The film assumes you've seen the original, so it doesn't have to try as hard to make an impact. The first one didn't have that luxury.
Tell me what you remember more, these random kids he tosses dates to like it's barely even a moment? Or these big-eyed starving puppy dogs that just guaranteed you're going to give to 5 charities this week? Everything is magnified in animation, which means focusing on the right thing will make it all the more memorable. The remake is taking advantage of the original's focus so they don't have to try as hard. Look how much these words really impact Aladdin's core. You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you. You see it all over his face. The emotion is just oozing out of him. Now watch it here. You will die worthless, and only your fleas will mourn you. Huh, that sucks. But good to know my fleas care about me. Voilà, au bout du compte, tout ce que font ces films, c'est insulter l'animation, plus précisément l'animation 2D, puisque la 3D, bizarrement, n'a pas eu droit à ce traitement de faveur. Hein, c'est bizarre, ça. Et l'animation 2D rendait ça très très bien visuellement, et techniquement, il y a quelque chose qui se perd, et cette espèce de sensation de vouloir mettre à jour une technique... une ancienne façon de faire qui était très bien, et je trouve une des pires insultes qu'on ait faites au cinéma. Et la plus grosse insulte par rapport à ça, c'est surtout le succès que rencontrent ces films de merde. Parce que, qu'on se dise bien ça, les films Disney remake live action qui rencontrent le plus de succès, c'est cette dernière catégorie. Les catégories copie conforme avec remise à jour de merde. C'est ces films-là qui ont du succès, qui rapportent le plus au box-office. Et c'est le genre de choses qui me fait avoir un mépris particulier envers le grand public, je vous cache pas. Donc, ouais, maintenant que c'est dit, on va se lancer donc dans la liste des films en question, en commençant par donc les 3 premiers qui sont un petit peu particuliers. On va même dire les 4 premiers. On va compter Alice au Pays des Merveilles dans l'eau, mais voilà, on a eu 3 films qui sont sortis dans les années 90, début 2000, à une époque où c'était vraiment pas populaire de faire ça, et où ça a connu un succès acceptable, mais pas non plus mirobolant au point de faire parler à un niveau stratosphérique. Hein. Bon, il n'y avait pas Internet, c'est sûr, mais c'est pas que ça. Et de fait, ouais, j'ai pas de grief contre ces films, d'autant plus qu'ils tombent totalement dans la première catégorie. C'est-à-dire ceux qui essayent de raconter quelque chose d'assez différent dans l'approche, dans les thèmes, etc., etc. En commençant par... Le remake du Livre de la Jungle de 1994 est intéressant. En fait, c'est une sorte de suite à l'original, et ça passe. Bon, il y a quelques petits défauts inhérents à son époque, hein, 94 c'est assez vieux comparé à maintenant, mais il était cool à voir. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi il n'est pas sur Disney+, comparé à la suite qui est sur Disney+, mais qui par contre n'est pas considérée comme un remake Disney. Alors que là, ça reprend vraiment l'histoire du Livre de la Jungle telle quelle. On a juste quelques petits changements comme le lieu des singes par exemple, mais globalement le deuxième film passe très bien aussi. C'était un petit bonus. Un truc que j'ai rattrapé un peu récemment et que j'ai apprécié un tout petit peu, c'est un film correct dans l'absolu et qui diffère tellement du Livre de la Jungle tel qu'on le connaît que c'est difficile de faire une comparaison réelle, quoi. C'est bien, il y a une petite ambiance humoristique qui passe, après c'est grossi à beaucoup de moments, l'histoire casse pas la baraque et... Mais ça, c'est petit mérite, hein. On sent que c'est un petit peu les premières créations de celui qui fera les films La Momie plus tard. Et bon, il peut faire du bien comme du moins bien, parce que c'est pas non plus devenu une franchise parfaite, La Momie. Mais ouais, c'est bien. C'est un truc que je peux pas non plus trop gueuler dessus, mais... C'est pas non plus un film mirobolant, c'est normal qu'il soit un petit peu oublié celui-là. Nous avons Les 101 Dalmatiens avec Glenn Close, qui alors raconte peu ou prou le même déroulé que le film animé de base, mais avec une approche stylistique totalement différente. Les animaux ne parlent pas, on se centre davantage sur les persos humains à ce moment-là. Et ouais, il y a un travail qui est assez fun là-dessus, puisque il y a une bonne partie de nos acteurs qui décident vraiment d'en faire des caisses. Glenn Close en particulier, qui est assez hilarante dans son rôle de Cruella. Le truc, c'est que on essaye un peu trop de se reposer sur les acteurs qui cabotinent et qui font leurs petits numéros. Il y a Glenn Close, mais il y a tous les autres hein, qui sont un petit peu là-dessus. Et
De temps en temps, c'est un peu grossier, ça vole jamais ultra haut et c'est surtout les performances des acteurs qui marquent. Mais c'est quand même un petit peu sauvé par une histoire de base qui vaut un peu le coup. Et donc j'ai apprécié un petit peu ça. Et j'en parle tout de suite, donc il y a eu les 101 Dalmatiens 2, et qui est sorti quelques temps après, puisque ça a connu un petit succès ce truc-là. Pas aussi énorme que le Roi Lion, Aladdin ou La Belle et la Bête, mais c'est un petit succès, et c'était nul à chier. Parce que ils se sont dit, ce coup-ci, on n'a plus de scénario à repomper, hein. Il n'y a plus le livre qu'on peut repomper, et je ne pense pas qu'il y ait eu de suite au livre Les 100 Dalmatiens, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, et donc on a créé quelque chose d'original, qui n'était pas du tout bien pensé, qui était complètement forcé sur beaucoup de points, et l'intrigue se pétait la gueule totalement. C'était ultra grossier. Et ils se sont dit, on va juste se reposer sur le cabotinage des acteurs. Et je trouve sincèrement que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le cabotinage, c'est ce qui permet de rendre ça un petit peu savoureux à regarder dans le premier film, mais il fallait quand même une histoire qui tienne la route, qui soit un petit peu solide. Et c'était le cas avec le premier film. Là, c'était de la merde. L'histoire était nulle à chier, ça se pétait la gueule et ça n'avait aucun sens, aucun intérêt. Donc ouais, le cabotinage des acteurs, ça a aidé à rendre ça plus supportable, mais ça change rien au problème intrinsèque de base qu'il y a à faire quand on veut faire un film narratif, raconter une histoire qui tient la route. Ça ne suffit pas d'avoir des acteurs qui cabotinent et c'est marrant, tout ça. Ou alors vous êtes très, très superficiel, et tant mieux pour vous, mais moi ce n'est pas mon cas. Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Moi, j'ai adoré. Je peux comprendre tous les défauts qu'on lui reproche. Mais j'aime tellement ce film, j'aime tellement le parti pris de prendre vraiment une suite du film de base, avec des événements qu'on n'a pas vus, d'avoir un univers, d'avoir des idées que tu ne t'attends pas forcément à voir dans un remake à l'heure actuelle, que moi j'adore ce film. C'est peut-être pas du Burton à son plus haut niveau, pour moi le meilleur Burton c'est Charlie et la chocolaterie, mais c'est un très bon film que j'adore revoir. Film très moyen en ce qui me concerne. Alors, une fois de plus, je respecterai un tout petit peu le fait que ça essaye de faire plus une suite aux Alice de base qu'un remake bête et méchant où on reprend les trucs basiquement, mais une fois qu'on sort de ça, que c'est du Narnia du pauvre. Déjà que Narnia, une fois de plus, je suis pas un fan absolu de ça, je trouve que ça se regarde sans plus. Là, c'est très plat en fait. Et j'avoue que ça colle très très peu à ce qui était censé être le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Le Pays des Merveilles censé être un lieu de folie où tout est possible. Quand on essaye de créer des enjeux aussi bateaux, d'une méchante reine à renverser, faire en sorte que la paix revienne sur la Terre et tout ça, ouais, il n'y a aucun moment qui m'a marqué particulièrement, quelques moments visuels qui étaient un peu glauques, qui passaient bien, mais au-delà de ça, c'était narrativement, en termes de personnages aussi, très plat et creux, sans être affligeant, mais c'était vraiment moyen. Vient ensuite l'apprenti sorcier qui a tout juste la moyenne, et c'est un des rares cas où je trouve que vous êtes trop sévère avec un film, parce que voilà, pour moi il est correct. Le problème vient de ce besoin de recréer la fameuse scène du court-métrage L'apprenti sorcier, qui raconte rien, quoi. C'est une configuration de cartoon. Au bout du compte, quand on se centre sur l'histoire de l'apprenti sorcier, le segment de Fantasia, c'est un cartoon, quoi. Mickey, il veut se la jouer en prenant le chapeau magique de son maître, il fait des conneries, et il se fait taper les doigts à la fin. C'est basique, ça raconte rien, donc déjà, de base, on peut pas faire vraiment un film là-dessus. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une configuration totalement différente, qui n'a rien à voir avec ça. Et le seul moment vraiment cringe et nul à chier de ce film, pour moi, c'est lorsqu'ils essayent de recréer Fantasia, la fameuse scène de Fantasia. Et c'était de la merde. Parce que, voilà, c'est fait pour marcher en animation, dans un cadre où il n'y a pas de parole, et stylistiquement, ça peut marquer. Je le redis, je trouve sincèrement que ce segment casse pas la baraque. Mais je peux comprendre que stylistiquement, ça vous plaise. Là, stylistiquement, c'est beaucoup moins fort, et ouais, narrativement parlant, c'est ridicule, quoi, parce que ça s'incruste dans une histoire globale qui veut aller plus loin que juste un cartoon rapide. Et je sais pas quoi dire, hein, l'histoire de base, elle est correcte sans plus, les acteurs s'en tirent correctement,
Il y a quelques moments un tout petit peu fun en matière de magie, de combat, tout ça, tout ça. La thématique de allier la magie et la science ensemble, je trouve ça très sympathique, parce que souvent on les met l'un contre l'autre, et là c'était cool de faire en sorte que les deux puissent s'allier, j'ai bien aimé ça. Après voilà, le conflit, la menace, les enjeux, c'est déjà fait 50 fois. Ça a rien d'ultra impactant plus que ça, mais ça se regarde. C'est mieux que ce que je peux dire de pas mal des films qui vont suivre, donc c'est pas plus mal. Nous avons ensuite Maléfique, j'ai fait tout un laïus là-dessus, on a fait une critique, je sais pas quoi rajouter, merde. Je veux dire, soit vous essayez de relier ça à Maléfique, de faire cette espèce de passer du personnage et de relier ça à l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais telle qu'on la connaît, où Maléfique, au bout du compte, meurt, et en étant vraiment cette rancunière qui veut s'en prendre à Aurore, pour des raisons qui étaient inexpliquées ou vraiment basiques dans le film de base, mais là, vous les développez. Et à ce moment-là, j'aurais respecté 100% ça. Mais vous avez le cul entre deux chaises, et c'est de la merde au bout du compte. Enfin, j'exagère, c'est médiocre. C'est médiocre. Il y a des films dans cette liste qui sont de la merde. Ce film est médiocre. Il vaut pas plus que le 8,5-9 pour moi. Mais ouais, c'est un film raté. C'est un film raté. Parce qu'il sait pas se décider sur ce qu'il veut faire. J'adore le concept de base. Prends un film qui se concentre sur la vraie histoire du point de vue de la méchante. C'est juste dommage que ça trahisse totalement l'œuvre de base, en faisant juste n'importe quoi avec l'univers que je n'aime déjà pas beaucoup de base. Donc ce film au premier visionnage, ça passe à peu près, mais plus je le revois, plus je vois ses défauts, et plus il m'énerve. Ouais, bien. Nous avons ensuite donc un film un peu surestimé pour moi, Cendrillon, le remake, et qui est correct sans plus. Ça repose quand même sur quelques éléments qui sont très typiques du film animé de base, donc qui fait que pour moi il est plus dans la deuxième catégorie que dans la première. C'est pas aussi poussé que d'autres qui viendront, mais c'est quand même assez grossier sur certains points à ce niveau-là, hein. Certaines reprises qui sont tellement basiques et qui ne sont pas dans le conte de base, mais qu'on essaye de reprendre vraiment directement du film animé, parce que vous vous souvenez, et ouais, on se centre sur des détails un peu différents dans les deux films, c'est clair et net, hein. J'apprécie dans ce remake qu'on se centre beaucoup moins sur les animaux domestiques de Cendrillon, et qu'on passe plus de temps sur Cendrillon et le prince. Le truc, c'est que voilà, Cendrillon et le prince, ils sont basiques et bateaux. Je les trouve pas plus prenants que ça. Bon, c'est clair net que le prince, il est plus notable que celui du film animé, étant donné qu'il a plus de 10 secondes d'apparition. J'avoue que ça aide. Mais au-delà de ça, il est ultra basique dans ses ambitions. Cendrillon, je la trouve presque plate. Je veux dire, elle est sympatoche sans plus, mais elle est pas très marquante. Et voilà, ses désirs, c'est du vu et revu, remâché, qui casse pas la baraque. Je trouve pas que ça élève ce film très haut. Alors que bon, lorsqu'on se centrait vraiment sur les personnages importants dans le film animé, c'est-à-dire Cendrillon à la marâtre, il y a eu quelque chose de beaucoup plus fort qui en ressortait. Vraiment. En termes d'ambiance, c'était quand même plus réussi le film animé que celui-là pour moi. C'est vrai, mec, il est correct, il se regarde, mais il s'oublie vite en ce qui me concerne. C'est l'exemple typique du remake qui pourrait être fait par n'importe quoi. On pourrait dire que c'est un film Cendrillon. Parmi la masse de films Cendrillon, ça passait. C'est même pas vraiment un remake Disney, c'est un film qui passe. Du moyen plus. C'est un film, t'es pas mécontent de le voir, mais il te marque pas forcément. Le livre de la jungle le plus récent, là aussi c'est un problème de on sait pas se décider si on se détache du film animé original ou si on veut vraiment tabler sur la nostalgie, et de fait ça devient un mélange qui ne passe pas du tout. Mais alors, du tout. Alors, quand on essaye de faire du sérieux, d'appuyer de façon beaucoup plus importante les conflits Mowgli et ses relations, ses luttes, et qu'on montre quand même qu'il est plus compétent que celui du film animé, j'apprécie ça. Quand on veut absolument fourrer les rappels ultra grossiers du film animé, vous vous souvenez des chansons, vous vous souvenez de ci, ça, c'est tellement grossier, je suis désolé. Voilà, il en faut peu pour être heureux, je veux être comme vous de Louis alors qu'il est pas censé être comme ça, c'est stupide. Je veux dire, décidez-vous, soit vous faites un truc sérieux, soit vous faites quelque chose de léger. Vous pouvez pas
alterner entre les deux quand c'est clairement pas voulu comme ça. Le livre de la jungle, le livre de départ, n'est pas censé être léger et bon enfant comme était le film animé, qu'on soit d'accord. Si vous voulez être plus fidèle à ça, allez-y jusqu'au bout. Ne faites pas à moitié les choses. Et je trouve sincèrement que ça en devient un petit peu con, quoi, de faire ça. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec la conclusion. C'est cette conclusion où, au bout du compte, je reste dans la jungle. Ça va tellement à l'encontre du message de base. Il n'y a pas de problème au bout du compte, on n'a pas de concession à faire en fin de compte. C'est naze pour moi. Je trouve ça beaucoup plus fort dans le film de base. Donc voilà, ce film, bon, je suis méchant, mais je le redis, lorsqu'on est centré sur les éléments sérieux, je trouve que c'est bien fait, lorsqu'on prend ça au sérieux. Mais malheureusement, ça aurait dû être que ça aurait dû être beaucoup plus ça, pour valoir quelque chose. Mais tel quel, il est moyen correct. C'est-à-dire qu'il se regarde sans plus, mais il aurait pu être bien plus. Nous avons ensuite Peter et Elliot le Dragon qui a une note assez faramineuse compte tenu du fait que c'est un film vraiment correct sans plus qui s'oublie très vite. En fait, ce film est vraiment passé par-dessus la tête des gens après son passage au cinéma. Et je peux comprendre aisément pourquoi, parce que c'est une histoire ultra basique du gamin et de sa créature fantastique qui doivent vivre ensemble mais qui sont pas bien vus par la société. Donc il y a des trucs, il faut cacher ça, et au bout du compte, il y a la course-poursuite de fin, et gna. Alors, j'apprécie le fait que ça change drastiquement en termes de ton par rapport au film pseudo-animé de base. Le film de base, c'est pas un film animé, c'est un film où il y a de l'animation incrustée avec le dragon qui est en 2D. C'est un peu la chose qui change là, à ce niveau-là, c'est plus un dragon animé en 2D, c'est un dragon animé en 3D, beaucoup plus réaliste, dira-t-on, et qui a un chien-chien. C'est le côté aussi qui m'embête un petit peu dans ce film, c'est vraiment le côté dragon chien-chien. Ouais. Et une fois on va au-delà de ça, je trouve quand même que c'est mieux réussi que le film de départ. Je suis pas fan du film de départ avec de l'animation 2D, quoi. Je trouve que c'est beaucoup trop léger gaguesque pour avoir un impact, c'est un peu ridicule. C'est l'apprenti sorcière en moins irritant. Voilà, c'est pour ceux qui se souviennent de ma critique de l'apprenti sorcière, dans le ton, et pas génial. Celui-ci est fait plus sérieux, un peu plus poussé, mais c'est du fantasque vu et revu des centaines de fois, avec rien qui ose ça plus loin que ce que ça vaut, et voilà, vous savez ce que je pense des configurations. Ah, mon ami créature fantastique, et les méchants humains qui lui valent du mal. C'est ce genre de truc, c'est... Ouais, ça passe sans plus pour moi, ça le fait solidement sans ajouter quelque chose de très fort derrière ça. Et certains trucs auraient peut-être mérité d'être aussi mieux mis en scène, rien que le début par exemple. Le début, on veut mettre en scène le côté un peu tragique du personnage de Peter, le garçon de départ. Et ce qui change drastiquement, une fois de plus, du film de départ. Hein. Le film de départ n'était pas aussi tragique, mais le fait que la tragédie, vous la meniez aussi rapidement, aussi brusquement, au tout début, ça fait presque comique. Ça m'a fait un peu marrer, je vous cache pas, alors que c'est censé être triste. Hein. Je sais pas, ça aurait mérité d'être mieux amené, peut-être. Faire une intro peut-être plus longue que ça. Je sais pas, je trouve que dans la mise en scène, il y a des moments qui passent un petit peu, mais au-delà de ça, ça va jamais plus haut que ça. C'est un film correct qui se regarde, avec des acteurs qui s'y donnent suffisamment pour laisser une petite émotion, mais une émotion qui s'oubliera vite pour moi. Le remake de Peter et Elliot le Dragon, c'est l'un des seuls où j'ai pas vu l'original de base, je dois l'avouer. Mais je sais qu'on a le postulat de départ qui est le même, et globalement, pour là où ça veut nous emmener, j'ai passé un bon moment. Après, c'est l'un des tout premiers remakes que j'ai vus, donc il date un peu. Mais j'en garde de bons souvenirs, avec quelques petites scènes dont la photographie est juste super belle. La suite du remake de Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, est l'un des films que j'avais le plus envie de voir. Parce que cette suite d'Alice au Pays des Merveilles, on n'en parle pas souvent. Et je trouve que du coup, faire une suite, ça passe bien. En plus, on aborde un sujet que j'adore, le temps. Et il est très rarement personnifié, et je trouve que sa représentation est géniale. Bon après, le film a les mêmes défauts que le film de base. Mais j'adore le film de base, j'adore encore plus ce Alice de l'autre côté du miroir. Et c'était le film parfait pour décompresser avant mon bac.
Alice de l'autre côté du miroir est un des rares films de cette liste que je n'ai pas vu et que je n'ai pas du tout envie de voir. En dépit du fait qu'il a une note faramineuse, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est abusé. Mais c'est un sentiment puisque je n'ai pas vu le film. La raison pour laquelle j'ai pas envie de voir ce film, c'est que la prémisse a l'air naze. On va se centrer sur le Chapelier Fou, un personnage que je n'ai jamais apprécié dans le film de départ. Avec une espèce de délire, de besoin de passer, de drama du passé qui ressurgit n'importe comment, et qui amènera une aventure complètement folle qui n'a aucun sens. Et le truc avec ça, c'est que, ouais, l'aventure folle qui n'a aucun sens, c'est Alice au Pays des Merveilles. Le truc, c'est qu'on va vraiment centrer ça sur le Chapelier Fou et cette espèce de merde qui sort de nulle part. Ça a l'air vraiment naze comme accroche. Sincèrement. Et ouais, j'en sais rien, je vous cache pas que le premier film m'a pas donné envie, ça reprend la même ambiance, le même délire, non, voilà, je suis désolé, non. C'est pas un film que j'ai envie de voir. Mais je pense que cette note est un petit peu excessive, tant mieux si ça vous plaît, moi. Non, je vais pas en dire plus, c'est vraiment une impression que je donne, c'est pas une vraie critique, hein, nous sommes d'accord. Bien, ensuite, La Belle et la Bête 9,9, vous êtes ultra généreux. 9,9 sur 20. Bah, je vous trouve ultra généreux, les gars. Hein. Vraiment, c'est de la merde. J'ai pas envie de dire plus. Vous savez quoi, je te laisse la main, Kael. Dis ce que t'as à dire. Le remake de La Belle et la Bête, ça a été l'une de mes toutes premières critiques vidéo, qui a disparu. Mais ça a été aussi l'une de mes toutes premières grosses déceptions du cinéma de Disney. L'un des gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est déjà la promotion qui est juste mensongère, et le fait que plein de petits éléments qu'ils aient rajoutés au film ne font que détruire le film lui-même. Belle est censée être spéciale, mais finalement t'as des villageois qui l'acceptent et qui t'inspirent d'elle. Les chansons cultes, bah du coup, elles ne le sont plus parce qu'ils ont changé les paroles. Et la bête qui est emprisonnée dans son château peut voyager dans le temps et l'espace. C'est un peu problématique, non? Du coup, quand on me dit qu'on déteste les remakes Disney, je comprends pourquoi quand on pense à ce genre de remake. Voilà, là c'est la troisième catégorie des copies conformes remises au goût du jour que j'encule totalement. Je vais pas m'appesantir sur ces films de merde là. Vous devez avoir une forte idée de ce que je pense de ces films à la con et du peu de respect que je leur voue. Donc je vais les passer assez vite, ça. Nous avons ensuite Jean-Christophe et Winnie, qui est pas génial. Voilà, de base, je suis pas fan de l'univers, comme vous le savez. Je trouve que vous avez su très mal gérer le concept en faisant beaucoup de conneries que vous auriez pas dû faire. J'ai fait toute une réaction sur ce film détaillé, je vous renvoie à ça si vous voulez plus de détails sur mon avis là-dessus, mais non, ça passe pas du tout pour moi. Le remake de Winnie l'ourson est déjà beaucoup moins enfantin que le film de base, mais même s'il est moins enfantin, il est pas génial non plus. Il a un concept commun comme dans les films Sonic, Ted ou Hop, où le surnaturel va dans le monde réel. Et le problème, c'est que le concept ne va pas assez loin. On a plusieurs trous dans le scénario qui sont un peu problématiques. Et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'on aurait pu faire quelque chose de génial avec cet univers. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience le film d'horreur qui n'est pas produit par Disney, qui devrait bientôt sortir. Suite Dumbo, ben, on enchaîne les films sur lesquels j'ai déjà fait des critiques avant. Le remake de Dumbo est l'un des plus beaux visuellement qu'a pu nous donner Disney. Le style de Tim Burton avec le côté enfantin de Dumbo, ça s'est tellement bien marié, je trouve, que j'apprécie de le revoir de temps en temps. J'apprécie le fait que ça parte sur quelque chose de différent. Je veux dire, même le résumé de demi-film de départ, qui raconte plus ou moins le même déroulé que le film animé, et ben ça le fait vraiment très différent de façon à ce qu'on ressente une ambiance, une atmosphère, une caractérisation particulière, beaucoup plus à part que celle du film animé. Et le fait qu'on se centre davantage sur l'après-coup de Dumbo qui s'est volé, je trouve ça très intéressant. Et c'est un truc qui aurait dû être fait de base, qui n'a pas été fait dans le film animé.
Donc ouais, pour moi, ça fait partie des rares cas où c'est meilleur que le film animé de base, en voulant raconter quelque chose de très différent. Il y a le côté marketing, on essaye de reprendre une propriété qui a marché Disney, mais en toute sincérité, je pense que ça vient aussi du fait que, le fait que ça n'a pas connu un succès monstre, c'est que ouais, Dumbo, les gens s'en battent les couilles. Je veux dire, bien entendu, vous trouverez quelqu'un qui dit « Ah, Dumbo, c'est bien, c'est mon enfance, blablabla », mais voilà, dans l'opinion publique générale, Dumbo, c'est pas un grand classique Disney qui est resté ancré, quoi. Vous vous dites ça avec Pinocchio, vous dites ça avec Blanche-Neige, avec Cendrillon, ça passe mieux, mais Dumbo, non. Non, je suis désolé. Donc, ouais, c'est pas ça qui a aidé, mais... Ouais, je respecte ce que ça a voulu faire, même si c'était grossi à certains moments. Ça va, c'est un film pas trop mal. Vient donc ensuite Aladdin, donc c'est ce qu'on pense, j'emmerde ce truc, c'est nul à chier, copie conforme, qui essaye de faire des remises à jour. L'aspect Bollywood aurait pu être intéressant si on était allé à fond là-dessus et qu'on s'était détaché du matériau de base, mais c'est pas ce qu'on a fait, donc ça ne sauve rien et ça devient un film nul. Je suis allé le voir parce que j'adore Aladdin, et j'ai été un peu déçu. Parce que les changements qui ont été apportés sont soit inutiles, genre Yago en monstre fin, je ne comprends pas l'intérêt, soit parce que les changements n'ont pas été assez significatifs, genre la chanson Jasmine qui est super belle, mais qui n'est pas trop reprise dans le thème du film. Bien, ensuite le Roi Lion, bah pareil, mais en pire. Le remake du Roi Lion est le pire remake que j'ai pu voir. Déjà de base, pour moi, tous les films Disney peuvent avoir un remake. Tous sauf un. Le Roi Lion. Le remake est intéressant dans le fait qu'on voit des humains en live interagir avec d'autres choses plus surnaturelles. Il n'y a aucun humain dans le Roi Lion. Il n'y a aucune référence aux humains dans le Roi Lion. Ça ne servait à rien. De plus, les designs sont juste catastrophiques pour moi. Il n'y a pas la majesté par exemple d'un lion comme dans Narnia, qui a pourtant plus de 10 ans comparé à ce film. Il y a des choix de réalisation qui sont juste débiles. C'est même pas du live action. Voilà, je dis remake live action, mais bien entendu, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais t'es pas un remake live action ». Je sais, c'est pas un remake live action, c'est de l'animation. Voilà, vous êtes d'accord? C'est un remake animation, quoi. On passe de la 2D très irréaliste, dira-t-on, avec des expressions un peu exagérées, les animaux qui parlent, tout ça, à la 3D plus réaliste, en gardant ce côté irréaliste des animaux qui parlent et des coutumes qui sont clairement pas comme ça dans la savane, donc c'est du foutage de gueule. Donc si vous vouliez faire quelque chose de plus réaliste, allez jusqu'au bout. Et ouais, c'est de la merde. C'est, je trouve, peut-être un des plus gros crachats possibles en termes de rabaissement de ce que c'est, parce que alors, au moins je peux dire que lorsqu'on a fait du live action avec le reste, on passait d'un média à un autre. On proposait une nouvelle vision où qu'est-ce que ça donnerait si c'était des vrais acteurs qui campaient ces personnages? Je trouve que ça ne suffit pas une seule putain de seconde à justifier l'existence de ces films et cette espèce de remise au goût du jour de merde, mais au moins ça apporte une nouveauté notable. Là, ce que ça nous dit, c'est l'animation 2D avant, on va remettre ça au goût du jour et faire une animation 3D qui passera plus, qui fera plus actuelle. Et je vous emmerde. Ce film crache sur l'animation 2D dans cette approche. Et si vous vouliez faire ça type documentaire animalier, faux documentaire animalier, allez-y jusqu'au bout. J'aurais pu respecter ce truc si vous étiez allé jusqu'au bout de l'idée. En faisant en sorte que les animaux ne parlent pas, en essayant d'éviter les trucs magico trucs muches qui sont ridicules, et en essayant de faire le même récit de base, mais avec des animaux tout simplement en mode documentaire. Je trouve que ça aurait été une approche stylistique énorme et ça aurait pu rendre ce film quelque chose de particulier. Mais non, vous vous êtes cantonné à faire de la copie conforme. Et ça a attiré les gens, ce film est un des plus gros succès au box-office. J'emmerde le grand public. Voilà, j'emmerde le grand public d'avoir donné du succès à ce film-là. Et 5 sur 20, pour moi, c'est même beaucoup trop généreux pour ce que ça vaut vraiment. C'est ça qui m'énerve avec une grande partie de la Disney, c'est qu'on va les voir parce que l'œuvre de base nous a plu. Ça a marché pour moi avec Aladdin, pour La Belle et la Bête. Ça a marché pour Le Roi Lion, pour tous ceux qui adorent ce film. Et c'est pour ça que certains films qui mériteraient vraiment un remake ne l'auront pas si tôt. Sinon, ouais, c'est le film qui a été le plus voté avec 230 votes. Voilà, hein, j'aurais rien de plus à dire là-dessus. Alors, deuxième film de la liste que je n'ai pas vu, King Possible.
Je sais pas, pour moi la force de la série, c'est que c'était de l'animation et que ça passait très bien, c'était vif, ça jouait un peu sur ce caractère-là. Le fait de vouloir faire ça en film Disney Channel, parce que c'est un film Disney Channel, avec des vrais acteurs qui essayent un petit peu de faire ce côté un girly, teenager, c'est naze, rien que dans l'approche c'est naze. De ce que j'en ai vu des critiques, narrativement ça a pas l'air très passionnant, passe. Le remake de Kim Possible, qui est une série que j'adore, bah là, c'est un peu cheap. Globalement, ça joue assez bien, on sent que les acteurs s'amusent un peu, mais c'est prévisible et l'animation fait des choses que le live ne peut pas se permettre. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ça passe quand même, ça divertit, ça marche. Nous avons ensuite Maléfique 2, on a fait toute une critique là-dessus. Voilà, c'est de la merde, alors je reconnaîtrais de vouloir partir sur quelque chose de différent, même si ça essaye de repomper un tout petit peu les thématiques de Pocahontas, le film animé. Mais c'est fait avec le cul, ça respecte tellement pas la base du film de départ, qui était pas génial pour moi, mais qui avait quand même quelques petits mérites, et ça donne quelque chose de ridicule. De nuit à chier. On a fait toute une critique là-dessus. Voilà, donc le seul point un peu sauvable là-dedans, c'est le fait que, ouais, c'est presque limite un nanar dans l'approche, quoi. On peut se marrer en voyant la nullité de pas mal de décisions qui ont été prises. Et ça me sidère que ce truc ait une deuxième suite qui va sortir bientôt. Je vais voir ça par curiosité morbide et voir ce que ça donne, mais putain, quoi. Maléfique 2 est pour moi meilleur que le premier, parce qu'il propose quelque chose d'un peu plus original, avec des scènes qui m'ont réellement plu, comme la scène du dîner, qui fait vraiment penser à Shrek 2, mais ça m'a plu. Et même si on a encore des défauts inhérents au premier film, globalement, ça passe. Bon, après La Belle et le Clochard, 11/16 sur 20, c'est le troisième et dernier film que je n'ai pas vu. De peu que j'en ai vu et des quelques critiques qui sont passées, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est un film qui est plutôt passé sans être remarqué. Ça a l'air d'être voilà, la même approche que ces films copier-coller, la même histoire, la même ambiance, même thématique, même scène, mais avec des vrais acteurs et des chiens plus réalistes en 3D, voilà. Bien. Je sais pas, je trouve que sincèrement c'était un film parfait pour repartir sur la même approche que les 100 Dalmatiens. C'est-à-dire ne pas donner de voix au personnage du chien. Et donc passer plus de temps à se centrer sur, évidemment, les personnages humains pour que ça aille mieux, mais vraiment passer plus de temps sur ce qu'ils ressentent à travers leurs actions et leurs comportements un peu plus typiques d'animaux, tout simplement, sans aller sur le côté facile du « Ah, il parle comme dans le film animé ». C'est quelque chose qui aurait pu être très cool, qui aurait pu donner un petit cachet particulier à ce film comme pour les 100 Dalmatiens, mais on l'a pas fait. Et donc, ouais, ça donne pas envie en fait, ça donne vraiment l'impression que ça va être une copie conforme, avec quelques remises à jour à la con et c'est tout. Le remake de La Belle et le Clochard est une adaptation qui passe, voilà. Le gros problème que j'ai avec, c'est que le parti pris de ne pas trop montrer les humains est totalement détruit ici. Mais sinon, pour un téléfilm sur Disney+, je vais pas trop le critiquer, il se laisse regarder. Et au passage, je suis désolé pour les moments flous de ma caméra, elle refait des siennes. Ça me casse les couilles, mais bon, ça coûte trop cher pour que je la change. Il n'y a qu'à espérer que ça se règle tout seul au bout d'un moment. Pour ces longues vidéos, je peux pas regarder tout le temps la caméra et faire gaffe à chaque putain de scène, c'est difficile quoi. Bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Bien, ensuite, nous avons donc le remake de Mulan, qui, je pense, a une note aussi élevée, entre guillemets, simplement parce que je l'ai défendu, parce que je comprendrai jamais pourquoi celui-là est mis dans la même catégorie que Le Roi Lion et La Belle et la Bête. Je comprendrai jamais. Le remake de Mulan est le film qui m'a le plus ennuyé chez Disney. Honnêtement, le fait que Mulan n'ait plus les droits de certains personnages, je me suis dit, ça peut être super cool. Bah non, je me suis vraiment fait chier devant ce film. Je pense que si je le regarde encore une fois, je vais m'endormir. Ça serait génial comme somnifère. Ça fait partie de ces films qui essayent de raconter quelque chose de totalement à part. Et je comprends qu'on trouve que l'histoire soit pas bien faite au-delà de ça, mais je comprends pas qu'on s'offusque, que ça crache sur ce que représentait le film animé de départ, quand ça s'en détache à ce point en fait. Ça essaye pas de faire le même récit, les mêmes trucs que vous connaissez bien, avec des mises à jour par-dessus. Ça veut raconter quelque chose de totalement différent autour de la légende de Roi Mulan que Disney n'a pas inventé.
Et je trouve sincèrement que ça fait quelque chose d'à peu près correct. Avec des grossièretés, c'est sûr, hein, je comprends aisément que certains trucs, certains points puissent ennuyer certains au point de ne pas aimer ce film. Vraiment. Mais dire que c'est au même niveau que Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête dans l'approche, c'est se foutre de ma gueule, je le dis clairement. Donc c'est le truc, c'est la raison pour laquelle je suis prêt à le défendre, même si voilà, une fois de plus, ça essaye de tabler sur un succès bien connu pour se faire du fric, quoi. Hein, et la seule raison pour laquelle ça n'a pas connu un succès monstre, c'est que c'est pas sorti sur grand écran. C'est un peu le truc en fait. Je pense, et c'est un truc j'en reparlerai avec Pinocchio, justement. Bon, avant ça, on va parler des 2 derniers films sortis. D'abord Cruella, qui a une note qui n'est pas du tout méritée pour moi. 15,68, c'est plus grand, c'est plus élevé que 90% des films animés Disney et Pixar qu'on a fait en sondage. En moyenne, vous avez donné une meilleure note à Cruella qu'à la plupart des films animés Disney et Pixar. Je tiens à l'appuyer. Et les gens qui vont dire « Ah mais c'est pas pareil, c'est pas le même type de liste », je vous emmerde quoi. Et je ne demande pas de noter selon est-ce que c'est bien par rapport au standard de truc muche, je demande de noter que ça vaut quoi en tant que film. C'est ça le truc. Et vraiment, je suis désolé, mais ça ne mérite pas une note aussi élevée, hein. Vraiment pas, hein. C'est donc la plus grosse note de cette liste et... Le film Cruella aurait pu être génial, parce qu'il y a une magnifique imagerie. Les acteurs jouent super bien, on a de bonnes idées de mise en scène, mais pourquoi rendre Cruella gentille? Ok, elle n'est pas 100% gentille comme Maléfique pourrait l'être dans son propre film, mais si vous aviez assumé que Cruella était vraiment une bad girl, ça aurait été génial. Donc ouais, j'imagine que vous voulez que j'en parle en détail. Alors, Cruella, pour moi, c'est Maléfique, et c'est la même approche moisie de Maléfique, en un peu mieux fait. Voilà, pour moi, c'est un film moyen. Parce que, je vais le dire clairement, les 75 premiers pourcents, ça va. Ça casse pas la baraque, c'est pas un film sensationnel, mais ça part sur une voie intéressante. Où on essaye d'expliquer des origines particulières, plus tragiques, à Cruella, qui a perdu ses parents, qui a... donc cette espèce de personnalité qu'elle restreint. C'est-à-dire, ouais, il y a ce côté un peu foufou chez moi, avec ses cheveux qui sont naturellement comme ça, ce qui est ridicule, je trouve. Mais bon, ok, très bien. Et à cause des... horreurs que la vie lui a faites, elle a perdu sa mère face à une styliste de mode qui est méchante et qui sera donc son adversaire de ce film, blablabla. Elle finira par avoir cette vie dans la rue, arriver à se faire repérer, remarquer par la méchante en question, c'est un gros coup de chatte au passage, vraiment un comme par hasard bien grossier, et arriver à se faire un tout petit peu cette place pour reprendre un peu ce rôle de Cruella qu'elle avait avant et se faire remarquer avec cette double personnalité. Et un truc que j'apprécie durant cette partie-là, c'est le fait que ouais, on essaye de montrer petit à petit cette descente aux enfers de cette femme qui a tout perdu mais qui essaye quand même d'être un petit peu reconnaissante envers ceux qui l'aident, hein, cette femme acariâtre qui part sur la vengeance et cette espèce d'obsession de la mode, etc. J'aime beaucoup ça, et on va pas jusqu'au bout parce que, je sais pas, les scénaristes sont des bisounours. Il y a quelqu'un qui est venu après coup pour leur dire « Attendez, vous avez rendu votre personnage un peu tragique et attachant, donc vous pouvez pas aller jusqu'au bout de l'idée. Non, on va faire la fin bisounours, où elle va se venger de la méchante, mais sans être trop méchante elle-même, hein. Elle va faire un sale coup pour bien la voir, de façon à ce que ce soit quand même tout public, et être gentille avec ses amis qui l'ont aidée. Horace et Jasper, ils sont gentils, hein, c'est des potes à elle. Hein, les personnes qu'elle a rencontrées, cette espèce de mec qui fait des vêtements et qui est gay, dit « Ah ouais, t'es comme moi, t'es trop différent, c'est génial, je te respecte, nous sommes tous des gentils. » Et quand je reprends ma place, je n'en veux pas aux chiens. En fait, non, je n'oserais jamais faire du mal à des chiens, parce que c'est trop méchant, ça. Les Dalmatiens qui ont causé la mort
plus ou moins indirectement de ma mère, parce que bon, au bout du compte, c'est la méchante styliste de départ qui l'a fait. Je peux pas, je ne peux pas m'en prendre à eux, je ne peux pas avoir un ressentiment contre eux, je vais juste les faire adopter par deux mecs au pif, deux personnes au pif, qui, comme par hasard, se rencontreront dans le futur, puisque c'est Roger et Anita, arrive n'importe quoi, foutage de gueule abyssal, pour avoir la fin bisounours de merde. Où elle s'émancipe en ne devenant pas cette espèce de folle qu'on nous a teasé au début, en fait. Et c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, les 75% j'apprécie, sincèrement, et il y a ce moment très fort que vous chiez, hein, sur lequel vous chiez après, juste après, où elle dit à sa mère, donc qui n'est plus là, quoi, j'ai restreint cette Cruella en moi, mais avec ce que je sais désormais, je vais la laisser sortir totalement. Tu te dis, ok, maintenant elle va devenir cette espèce de grosse revancharde qui ose tout faire, qui va devenir vraiment méchante, quoi. Ça va être la consécration, la Cruella telle qu'on la connaît, quoi. Les origines sont faites, maintenant elle est là, non! Non, elle s'excuse avec ses potes, elle dit ouais, rassurez-vous, j'étais trop loin, je veux revenir avec vous, je suis gentil, on fait notre plan gentil, tout ça, le monde des bisounours. Cette fin, c'est de la merde. Ça crache totalement sur ce qui est censé représenter ce personnage, sur ce que vous essayez même de mettre en place au début, c'est ça que je trouve naze en plus. Parce qu'au début, vous essayez vraiment d'appuyer que ce personnage de Cruella, quoi, avec ses cheveux, etc., qui est là, quoi, qu'elle essaye de contenir en elle, et en fait, pas si difficile que ça à contenir. Ou au bout du compte, il n'était pas si méchant que ça, en fait. Allez vous faire foutre. Vous voulez faire une histoire comme ça sur une pauvre fille qui s'est vue défaire de tout ce qu'elle avait plus tard, qui doit jouer un double rôle pour arriver à lutter contre la méchante styliste qui lui a volé sa vie à un certain degré. Ok, faites-le. N'appelez pas ça Cruella si, au bout du compte, ça ne revient absolument à rien de ce qu'on connaît du personnage de Cruella. C'est pareil avec Maléfique. N'appelez pas ça Maléfique si, au bout du compte, elle n'est pas maléfique. Arrêtez de vous foutre de ma putain de gueule, quoi. Reprenez pas des propriétés existantes pour les charcuter et en faire des conneries à la fin bisounours, quoi. Allez vous faire mettre. Et c'est ça qui est chiant, parce que les 75 premiers pourcents sont bons pour appuyer le personnage de Cruella et une possible origin story. Mais vous avez foutu ça en l'air totalement. Avec une fois qui, même si on retire le nom de Cruella, fait tellement bisounours, c'est ridicule. Qui c'est pas mérité, quoi. On sent vraiment que c'est Disney qui essaye de garder ça tout public pour attirer le plus de monde, et c'est du foutage de gueule. Et le fait qu'il y ait autant de gens qui se disent « Ah, c'est génial, j'apprécie ça, ah, j'aime trop que cette pauvre femme, elle ait ce qu'elle veut à la fin sans devenir méchante. J'ai vraiment un sentiment d'avoir affaire à des gamins, quoi. C'est des gamins tout du long. Des gamins qui ont plus de 30 ans. C'est bien pour vous, tant mieux. Mais pour moi, c'est naze. Ça gâche totalement le film. Qui aurait pu être vraiment sympa, vraiment bien, mais qui en devient juste moyen. Je vais être conciliant, 75% de bien et 25% de nul à chier et qui fout ça en l'air à la fin. Si je fais la moyenne, pour moi, ça devient moyen, 10 sur 20. Mais je serais pas plus généreux que ça, hein. Je suis désolé. Et je trouve vraiment que cette note est vraiment pas méritée. Tic et tac, les Rangers du risque, le moins voté de cette liste, sans doute parce que trop récent et pas assez fait parler de lui, je sais pas trop. Pourtant, il a eu un petit buzz à sa sortie, mais bon. Donc seulement 42 votes, et apparemment, ouais, c'est vraiment les haters de ce film qui ont voté. Je les comprends très bien, j'ai fait mon laïus là-dessus. Je vais pas en dire plus. Voilà, c'est le summum du cynisme au point où c'en est déprimant. Voilà, je le dis sincèrement, ce film est déprimant de cynisme. Sur ma chaîne, je me suis déjà pas mal énervé dessus, du fait qu'il y a trop de références qui ne servent à rien, mais aussi le concept en lui-même qui est très intéressant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Là, ça sert à rien non plus. Il est totalement détruit. Franchement, pour moi, c'est l'une des pires bouses que Disney a pu nous pondre. Et enfin, donc, Pinocchio, que j'ai rattrapé très récemment avec Peter Elliott le Dragon, c'est 2 films que j'ai rattrapés. Et ouais, une fois de plus, copie conforme de merde, avec des remises à jour mal foutues. Voilà, c'est naze. Dernier remake en date, Pinocchio, qui franchement passe bien. Les changements qui ont été faits sont intéressants dans l'intrigue, notamment avec la danseuse, et
j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup de défauts, comme notamment la surréférence Disney dans les horloges de Gepetto par exemple, et la fin qui est totalement bâclée, mais globalement, je n'ai pas boudé mon plaisir en voyant ce remake. Je vais quand même aller en détail sur 2-3 éléments, 2-3 changements que j'ai pas détestés. Histoire de dire quand même que je peux apprécier certains changements qu'on fait, quoi. C'est pas parce qu'on fait de la remise à jour que tout d'un coup ça devient nul à chier. Je comprends que peut y avoir des petits soucis de l'époque qu'il faut un tout petit peu remettre dans l'air de temps, j'ai envie de dire, surtout pour un film aussi vieux que Pinocchio, même si la plupart des remises à jour étaient à chier, mais vraiment hein, de la merde en barre, quoi. La façon de traiter le caractère de Pinocchio qui est un boy scout total, c'est de la merde. Alors que bon, c'était un gamin influençable qui se laissait avoir dans les combines, mais qui avait quand même quelques petits trucs à se reprocher, quoi. Là, c'est vraiment le bon samaritain qui a pas de veine. C'est ça le truc. Il a pas de veine, on devrait pas faire ci, on devrait pas faire ça. Ah, mon force, oh, c'est toujours ça, quoi. Ce qui fait que le personnage, j'ai tellement le boy scout place sans intérêt. Et ouais, l'île du plaisir, ou je sais plus trop quoi, qui devient vraiment... On se restreint tellement par rapport à la force du premier film, c'était tellement à prévoir, ça c'est naze, beaucoup de trucs à redire, hein, des mises en scène qui sont moins bien faites, etc. etc. Comme je dis, il y a 3 points que j'ai trouvé un tout petit peu notables, c'est pour ça que je tiens à les appuyer. Donc voilà, il y a le fait que la fée bleue n'intervienne pas. Bon, le fait qu'elle soit noire et chauve, je m'en fous royalement de ça, tant mieux si pour vous c'est « Ah mon Dieu, trahison », je n'ai rien à parler de ça, mais ouais, qui n'intervient pas, le fait qu'elle n'intervient pas, je trouve ça intéressant dans le fait que, voilà, elle est juste là pour mettre en avant le premier réclat, l'élan de départ. Voilà, Pinocchio, je te donne la vie, à partir de maintenant, c'est à toi de décider ce qui va se passer. C'est tes choix et ta conscience un petit peu qui te feront suivre ta route et les personnes que tu rencontreras. Moi, je n'ai rien à faire. Donc le fait qu'elle n'intervienne pas, je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve même que c'est intéressant, plutôt intelligent à faire. Il y a le moment où il se sert de son nez qui grandit pour s'échapper de Stromboli. J'apprécie ça. Je sais que certains diront « Oh, mais ça veut dire que le mensonge peut aider de temps en temps. » Et je suis désolé déjà, d'une part, le côté à mentir c'est mal, je trouve ça très basique. Hein, c'est plus compliqué que ça le mensonge, je suis d'accord avec MJ lorsqu'il a fait un fermé là-dessus, et surtout, ouais quoi, c'est utiliser ce truc-là pour autre chose qu'une illustration rapide d'un moment, contrairement au premier film, donc j'apprécie ça. Donc pour moi, c'est pas plus mal de faire ça. Sinon, il y a un élément que j'ai trouvé intéressant mais très mal exploité, c'est le fait que il y a cette marionnettiste qui vit un petit peu à travers sa marionnette parce qu'elle est handicapée, et je trouvais ça très bon de lui faire avoir une relation avec Pinocchio. Le truc c'est que c'est basique, ça va pas très loin, et que je pense si vous vouliez faire en sorte que ce film se démarque vraiment, il fallait passer plus de temps là-dessus et développer ce truc de façon satisfaisante. Tel quel, malheureusement, c'est trop rapide et ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc voilà, si je peux pointer des trucs qui sont un tout petit peu amélioré, j'ai envie de dire, dans ce film par rapport au premier. Néanmoins, ouais, c'est des détails à la con. Globalement, c'est de la merde. Hein. Beaucoup de gens ont pointé ça, ça a reçu des tonnes et des tonnes de critiques pour dire que c'est nul à chier. Je suis d'accord avec ça. C'est une énième copie conforme. Et je pense que la seule raison pour laquelle ça ne connaît pas un succès monstre, c'est que ce n'est pas sorti au ciné. Et j'en ai ras le cul de cette caméra qui floute toutes les 30 secondes. C'est pas grave, donc oui, il y a ce petit souci du fait que, en tout cas en France, je sais pas exactement ce qu'il en est aux États-Unis, je vais pas chercher, mais ça va pas connaître un succès monstre, tout simplement parce que ça ne sort pas au cinéma. Et il faut pas trop reposer sur la popularité Internet. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein, en toute sincérité, que ce film fasse un bide, et ça me va très bien. Vraiment très bien. Le truc, c'est que j'essaie de voir la logique commerciale là-dedans. Disney, vous devriez comprendre que ce qui donnera du succès à vos remakes de merde de copies conformes, c'est le fait que le grand public, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur Internet, parce qu'il reste quand même une grosse majorité du grand public qui ne vont pas sur Internet, qui ne passent pas leur temps à débattre de films sur Internet, et ce grand public-là, vous pouvez facilement les avoir au cinéma. Vous pouvez pas les avoir en disant « Hey, sur Disney+, il y a ci, ça, abonnez-vous !» Il y a peut-être quelques-uns qui tomberont là-dedans, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que ça va vous revenir à la gueule si vous continuez de faire une partie de vos remakes, une bonne partie de vos remakes, comme ça, pas directement sur grand écran.
Je le dis clairement, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez attirer les gens pour voir votre film, il faut les sortir sur grand écran. Parce que c'est là que vous aurez le plus de pigeons en fait. Mais sur internet, maintenant la mode c'est de dire les remakes live action Disney c'est de la merde, hein, pour différentes raisons maintenant, puisqu'on n'arrête pas de dire ah woke, 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 woke pour certains et d'autres c'est juste copie conforme. Il y en a certains que je trouve plus pertinents que d'autres, mais bon, ça ne marchera pas. Donc, ouais, dans un sens, continuez de faire ça Disney, hein. De toute façon, vous m'écoutez pas, hein, c'est pas cette vidéo de merde qui attirera beaucoup d'attention, mais ouais, c'est la seule raison pour laquelle les films comme Pinocchio récemment bident, c'est parce que vous faites pas ça sur grand écran. C'est ça qui attirera les gens, qui vous fera encore dépenser de l'argent par des pigeons. C'est un remake de films bien connus, bien classiques, qui restent chers dans les cœurs, sur grand écran. Et oui, le grand public, le tout venant, se dira super, génial, je vais revivre un peu la nostalgie de mon enfance, gna gna gna, et c'est tout, et ça suffira. Ils vont pas réfléchir plus que ça. C'est ça qui amène le manque de succès de ce film, c'est tout. Parce que c'est clair et net que les films comme ça n'ont plus aucune chance d'avoir de la popularité réelle sur internet. Ou alors la popularité qu'on parle d'eux et donc il y a beaucoup de gens pour s'en moquer. C'est ça que je dis lorsque les gens font toutes ces polémiques autour de la petite sirène, ça fait parler du film. Et donc ça lui donnera une certaine légitimité à être vu par certains. Et à cause de ça, ça justifiera un succès suffisant pour en refaire d'autres. C'est ça le truc qui mérite un petit peu. Parce que voilà, Pinocchio, ça n'a pas connu un succès critique, mais je pense quand même que commercialement, ça a connu un succès acceptable. Mais voilà, je pense que ça doit être ça, juste acceptable. C'est pas faramineux comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête ou Aladdin, qui ont eu cette chance de sortir au cinéma avant le Covid. Donc, ouais. Je sais pas quoi dire, c'était une plaie à se farcir, et une fois de plus, je tiens à redire ce que j'ai dit au début de façon un peu plus calme. Je ne veux plus parler de ces films. Ces films méritent au plus haut point. Cette approche artistique est un crachat à la gueule de la créativité. Ou juste de l'honnêteté dans le cas des films les plus méritants, ceux qui font vraiment quelque chose, un récit à part. Parce que on veut à tout prix tabler sur ce qui a bien marché chez Disney avant. Donc voilà, on attire avec des trucs qui auraient même pas dû s'appeler comme ça. Alice au Pays des Merveilles, que vous aimiez ou non, je suis désolé, ça aurait pu s'appeler autrement qu'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez repris des assets connus, mais cette histoire, c'est une Arniabis, quoi. Cruella, Maléfique, ça n'aurait pas dû s'appeler Cruella ou Maléfique. Vous auriez pu faire une histoire différente sur un autre personnage qui s'appelle différemment. Vous tablez juste sur un nom bien connu pour que ça marche, c'est tout. Donc ouais, j'ai du mal à avoir du respect particulier pour ça. Vraiment, une bonne partie des films qui marchent n'auraient pas particulièrement dû reprendre ce nom précis pour marcher. Mais c'est ça qui attire, c'est ce truc, cette tendance de plus en plus fréquente de reprendre le nom qui marche. Voilà, et ces remakes sont coupables de ça à un niveau stratosphérique, totalement. Et s'il y en a qui peuvent valoir un petit peu le coup, parce que ça va jamais au-delà de pas mal, hein, je dis clairement, hein, les mieux pour moi valent pas plus de 12,5, hein, c'est clair et net, c'est jamais méritant au point qu'on fasse des caisses à ce point, qu'on loue autant de temps là-dessus, et cette vidéo c'est vraiment le chant du signe de la chose pour moi. Voilà, si vous voulez que j'en parle là. Merci, au revoir. Ne me parlez plus jamais de cette merde, ne me forcez plus jamais à m'étendre en détail sur cette merde, s'il vous plaît. Parce que ça m'irrite, ça me frustre plus qu'autre chose. Ce n'est pas stimulant de parler de ces films. C'est juste rageant. Et tant mieux si ça vous fait plaisir, mais moi, j'ai pas envie de passer ma vie sur ce genre d'œuvres qui ne valent pas la peine. Qu'on s'apesantisse sur elles, pour la plupart. Elles mériteraient de tomber dans l'oubli, c'est tout ce qu'elles méritent. C'est pas ce qu'elles font, tout le monde en parle. Moi-même, en faisant cette vidéo, j'ai participé à cette merde. Mais je tiens à le préciser une fois de plus, c'est parce qu'on a un petit peu insisté là-dessus au départ, et parce que je me fais appeler Disneyphile, donc évidemment il faut que j'appuie un peu ça, voilà. Mais en toute sincérité, j'aimerais tellement
J'aimerais tellement pouvoir poursuivre cette chaîne sans qu'on me reprenne régulièrement, constamment sur ces remakes. Parce que c'est éreintant à chaque fois d'en parler. Cette vidéo était éreintante à faire, en particulier avec cette caméra qui me casse les couilles, mais c'est vraiment le sondage le plus lourd que j'ai dû me farcir dans la présentation, je vous cache pas. Et je vous espérais que dans l'absolu, les critiques que j'ai faites vous auront plu malgré tout, hein. C'est tout ce que j'espère pour cette vidéo, que ça aura été un divertissement satisfaisant pour vous. En tout cas, je remercie une fois de plus Kael d'avoir participé. Merci Mario de m'avoir permis de m'exprimer sur les remakes Disney, qui sont un sujet très intéressant. Parce qu'on peut les critiquer, oui. Il y a beaucoup de problèmes dans les remakes Disney. Et c'est quelque chose qui me désespère un peu quand on reprend juste le film tel quel. On peut faire des choses intéressantes. Les suites Disney, même si elles n'étaient pas au top, étaient géniales de par leur concept. Les remakes ne vont jamais assez loin. Et pourtant, j'ai envie de les voir, pour voir jusqu'à où ça peut aller dans la médiocrité ou dans l'excellence. Et puis par exemple, le film Lilo et Stitch en live va bientôt sortir. Et j'ai envie de croire en cette créature de synthèse que sera Stitch. J'ai envie de croire que cette fabrique à rêve qu'était Disney peut vraiment se dérouler dans notre monde. J'ai envie de donner une chance à ces remakes. Ok, on aura peut-être des boosts comme Le Roi Lion ou comme La Petite Sirène que je sens pas trop bien. Mais on peut avoir de bonnes choses comme Peter Elliott le Dragon, comme Cruella. Donnons une chance à ces remakes. Donc moi je continuerai à voir ces remakes, je continuerai à les analyser par rapport à leur œuvre originale et je continuerai à les défendre tant qu'ils ne sont pas sortis en salle ou sur Disney+. Parce que critiquer un film qu'on n'a pas vu, c'est bof comme manière de faire. Bref, encore merci Mayo, et je vous dis à très bientôt. Et évidemment, je remercie Hugo une fois de plus d'avoir travaillé ce sondage et d'avoir fourni les résultats. Hein. C'est toujours un plaisir d'avoir ce genre de petits trucs en plus sur ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un sondage qui sera, je pense, un petit peu moins éreintant à faire pour moi. À très bientôt, bye.